Merci, mesdames, messieurs, de nous rejoindre pour cette émission grand format, comme tous les lundis soirs. Bonsoir à vous qui nous suivez. Nous recevons ce lundi Zator Mbaye. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Absolument, Bonsoir. député à l'Assemblée nationale. Je vous remercie de m'avoir invité cet après-midi ou ce soir. C'est nous qui vous remercions. Et je voudrais aborder directement avec vous une question, actualité oblige. Vous venez de l'Assemblée nationale où le président malien vient de s'adresser aux députés. Quelle analyse faites-vous déjà de ce choix-là de parler aux députés sénégalais? Alors d'abord, l'analyse est une analyse a posteriori qu'il faut avoir, c'est-à-dire un point de plus dans la diplomatie sénégalaise, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du nouveau régime, notamment depuis l'avènement du président Macky Sall, nous avons quand même eu toutes les sommités de ce monde qui ont visité notre cher pays. Et aujourd'hui, on voit que le président s'attaque justement à la sous-région, notamment le Mali quand même, qui est un gros morceau dans la sous-région, et qui, sur le plan de l'intégrité territoriale, traverse quelques heures, quelques bouleversements. Alors son adresse à l'Assemblée nationale de cet après-midi a été quand même un discours de haute facture, une adresse destinée justement à toute la population, parce que l'Assemblée est par essence le réceptacle, mais aussi le centre ou la concentration des suffrages de tous les Sénégalais, toute obédience politique confondue. Et est-ce qu'on peut voir en cette visite, disons, une certaine accalmie entre les deux chefs d'État, parce que la presse a souvent fait état de tensions entre les deux? Vous savez, des fois, il y a une certaine je peux dire, il y a une certaine exagération dans le traitement de certaines informations. Mais je voudrais juste dire que le président, en tout cas malien, comme les présidents maliens comme sénégalais, ont réaffirmé à la face et à la lumière du monde qu'il n'y avait aucun heurt, qu'il n'y avait aucune espèce d'ombre entre eux, mais que justement, des fois, c'est de l'extrapolation juste. Et sa visite au Sénégal, aujourd'hui, quand même, montre, s'il en était besoin, encore une fois de plus, qu'il n'y avait aucun problème entre le Sénégal et le Mali, qui autrefois était quand même un même pays. Vous avez entendu l'adresse du président Moustapha Niasse qui a bien retracé l'historique et l'histoire de ces deux pays, qui finalement ont la même devise, ont à peu près le même drapeau national. Cela veut simplement dire que donc c'est ces deux pays qui ont un même territoire. Et pour cette proximité-là, on est tenté de dire que ça a pris du temps. Oui, mais on dit toujours mieux vaut tard que jamais. Vous savez, le temps du pouvoir n'est pas le temps de la presse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le cadre de la diplomatie qui n'ont pas besoin d'être tout le temps soutenues sur la place publique. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème entre le Sénégal et le Mali. Et cette visite vient le confirmer. Alors, on reste avec son discours. Il a lancé un appel quand il dit qu'on doit aller dans le sens de l'intégration, mais au-delà même de ces pays-là, de ces deux pays, le Sénégal, le Mali, on comprend par là qu'il appelle à l'unité, à l'Union africaine, à former quelque chose de réel qui ne soit pas juste comme elle est actuellement. Mais en fait, il a totalement raison, parce que vous savez, aujourd'hui, le monde, c'est un monde des grands ensembles. Nous sommes en train de rêver d'une Afrique unie, des États-Unis d'Afrique. Et je demeure convaincu que pour arriver à ce stade précis, il faudrait peut-être démarrer par notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Et en parlant de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un pilier, le Mali aussi, la Côte d'Ivoire. Donc je comprends bien sûr son adresse qui est lancée pour que les gens, les uns et les autres, s'unissent, travaillent pour que cette sous-région soit unie. Parce que simplement, nous avons des frontières virtuelles. Tout ce qui se passe au Mali est ressenti au Sénégal. Nous avons des Keïta, comme l'a Simendi, le président de l'Assemblée nationale, au Sénégal comme au Mali. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que nous travaillions la main dans la main pour que justement, qu'on puisse sécuriser nos pays. Parce que comme j'ai eu à vous le dire, nous avons des frontières poreuses, même si on parle de frontières mécaniques, mais nous avons des frontières poreuses. Aujourd'hui, quand vous traversez Tambacounda, vous pensez que vous êtes carrément dans le Mali. Et je pense que aussi, quand vous quittez le Mali, une fois à Kidira, vous vous sentirez également comme si vous étiez chez vous. Donc c'est pour dire que il faut travailler et toujours encore travailler pour justement raffermir les liens entre ces deux peuples. Et cet appel, c'est sûrement une voix du peuple africain même qu'il souhaite. Et vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qui représentez ce peuple-là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour aller à cette union? Alors d'abord, nous on a été frappés et très réjouis d'ailleurs de sa visite, mais c'est la visite d'un ancien parlementaire
qui est devenu président de la République. Ça veut dire qu'il était dans son milieu, il était totalement à l'aise parce que, vous savez, l'Assemblée nationale est le lieu par essence où se traitent toutes les choses de la République. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons justement écouté avec attention ce discours d'une très haute facture. Et maintenant, notre rôle est de, bien sûr, le matérialiser en termes concrets, avec des actes concrets au niveau des populations, justement, qui n'ont pas pu assister de manière assez chaude et assez directe à ce discours-là. En termes concrets, on peut avoir une idée de ce que vous voulez dire par Nous serons justement des relais de ce discours. Nous serons des relais de cette marque de la diplomatie sénégalaise parce que, in fine, c'est ça notre rôle. Il nous appartient de prendre des informations au niveau central et de les décentraliser au niveau de nos bases respectives. Même si des fois on a l'impression que vous ne jouez pas exactement ce rôle-là. Vous avez raison de dire l'impression, c'est vrai, vous avez l'impression. Mais je puis vous assurer que le travail d'un parlementaire n'est pas du tout repos. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez juste à la télé n'est que la face visible de l'iceberg. Nous sommes dans des commissions techniques, nous sommes dans des commissions d'enquête, dans les séminaires, dans des commissions de travail. Et la plénière n'est que justement la face visible pour matérialiser tout ce travail qui est fait en amont. Malheureusement, ce n'est pas médiatisé, mais de plus en plus, l'Assemblée travaille pour montrer à la face du monde l'immensité de sa tâche. Alors, vous parliez tout à l'heure de porosité des frontières. On passe tout de suite à la crise malienne et il a dit, il est ouvert au dialogue, il est prêt, il a surtout dit qu'il est pressé à signer un accord. Qu'est-ce que oui, il est dans son rôle. Vous savez, c'est le président de tous les Maliens par essence. Donc, bien sûr, des Maliens qui sont agressés, mais aussi des Maliens agresseurs. Alors son rôle est de dire que je veux un Mali et un seul. Je ne veux pas un Mali divisé, je ne veux pas un Mali fractionné. Et je tends la main à tout le monde, à tous les acteurs. Je pense que c'est dans la même démarche que s'inscrit la visite qu'avait faite Monsieur le Président de la République dans le sud du Sénégal, en Casamance, parce que nous avons à peu près les mêmes, les mêmes problèmes. Et nous sommes convaincus que la solution justement à ces problèmes découlera forcément d'un dialogue. Découlera d'un dialogue parce que simplement la violence ne règle jamais rien. Et nous croyons qu'un jour, tous ces problèmes ne seront qu'un vieux souvenir. Et vous le croyez pour le cas de la Casamance, par exemple? Ça dure depuis des années, plusieurs régimes, et aujourd'hui, la situation, elle est la même, ça ne bouge pas. Vous savez, je vais même au-delà de la croyance. J'ai une conviction qu'un jour ou l'autre, mais écoute, on dira, un jour au Sénégal, il y avait une crise qui s'appelait, etc. Parce que, simplement, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des questions qui se règlent dans une diplomatie, il y a des choses qui se règlent dans un salon, il y en a d'autres qui se règlent au bureau. Donc le temps de l'État n'est forcément pas le temps de la communication. Et est-ce qu'on doit comprendre par là qu'il y a, enfin, vous êtes proche du pouvoir, vous êtes un allié, on doit comprendre par là qu'il y a un travail sérieux aujourd'hui qui se fait dans ce sens? Un travail extrêmement sérieux, parce que vous savez, le président Macky Sall déjà dit ceci, la crise de la Casamance, ce qu'il a entretenu, c'est simplement parce qu'il y avait des gens qui vivaient de la crise. Ces gens-là sont encore là. Non, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Vous savez, sous le régime de... Les messieurs Casamance, par exemple? Mais il y en avait, je dirais même messieurs Casamance. Il y en avait tellement que finalement, on se disait qu'il y avait justement qu'il y avait, je veux dire, la légitimité de parler au nom de l'État. Le président a repris cette question en main. Et personnellement, vous avez vu ce qu'il a fait 3 jours en Casamance. Je pense que c'est inédit. Aucun président ne l'avait fait jusque-là. Il est allé sur place, tâter le pouls sur place, parce que simplement, c'est comme un médecin. Avant de prescrire une ordonnance, il faut d'abord diagnostiquer le malade, en savoir vraiment quels sont les mots. Et je pense que c'est dans cette démarche qu'il est. En tout cas, c'est une question qu'on ne devrait pas politiser. Nous devrions tous nous unir, chrétiens comme musulmans, prier pour que cette crise disparaisse de nos esprits, disparaisse de nos mémoires à jamais. Pas de monsieur Casamance, mais avec le nouveau régime, on a Madame Casamance. Non, si justement, avec le nouveau régime, non, pas avec le nouveau régime, plutôt nous avons des stratégies économiques. Vous savez, l'un des motifs essentiels de cette crise, il y a également l'enclavement de cette sous-région, de la Casamance. Et vous avez vu, le président avec des projets structurants d'une valeur de 23 milliards, si je ne m'abuse, pour relancer la Casamance. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bateau, les gens
ne sont pas très rassurés en prenant la route et des mesures vont être prises. Et vous le verrez dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Je pense que la Casamance a un rôle essentiel à jouer dans le PSE qui est en vogue, parce que véritablement c'est une merveilleuse région, la Casamance. Voilà. Alors nous allons parler de politique. Vous êtes candidat à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est dans une coalition Benno Bokk Yakaar, et cette mairie-là est occupée par quelqu'un d'autre qui est de Benno Bokk Yakaar. Alors, je voudrais d'abord dire ceci. Nous allons vers des élections locales et c'est pour élire des conseillers municipaux. Il ne faudrait pas que les gens nous divertissent. Je suis responsable de l'AFP dans la commune d'arrondissement. Je suis membre, l'AFP est membre de la grande coalition Benno Siggil Sénégal d'abord, et puis Benno Bokk Yakaar après. Notre but aujourd'hui est de parachever ce changement de statut de toutes les structures qui sont aux commandes. Notamment, nous avons changé l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous allons vers le pouvoir local. Vous avez vu que le président de la République a entamé une réforme qui s'appelle l'acte 3 de la décentralisation. Fondamentalement, il a une vision par rapport à tout cela. Une réforme quand même à polémique. Pardon? Une réforme à polémique. Mais vous savez, il n'y a jamais eu de réforme unanime. Jamais. Même le bon Dieu est contesté. L'islam n'est pas universel. Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas à la chrétienté. C'est pour vous dire simplement qu'il ne saurait y avoir de réforme sans heurts. Mais au-delà de tout, il faut s'asseoir et discuter. In fine, c'est quoi cette réforme? C'est de ne pas consacrer deux types de Sénégalais. Comme on a l'habitude de dire, le Sénégalais Kaouga, c'est-à-dire celui qui vivait dans le monde rural, et le Sénégalais urbain, celui qui vit dans les villes. Le président est allé dans la logique d'une communalisation universelle, intégrale, où toutes les communautés rurales doivent disparaître, et fondamentalement, il va falloir donner à ces communes leur plein exercice. Parce que moi, j'ai été conseiller municipal 2 fois. Nous avons des problèmes à recouvrer nos 200 millions, 250 millions de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous avez vu la route qui dépasse votre télévision, comment elle est cabossée? La mairie n'en a pas les moyens, la mairie ne peut pas le faire. Alors, on assistait quoi? On assistait à une macrocéphalie, c'est-à-dire une ville qui était surdotée en termes de budget, et des communes d'arrondissement, yo xamné dañ leen doon mosal. Le président a dit non. Maintenant, il faudrait donner à ces communes d'arrondissement leur plan d'exercice, c'est-à-dire qu'ils aient la responsabilité de leur budget, la responsabilité de l'évaluation, du recouvrement. Et cela va leur permettre de faire face aux domaines de compétences transférés. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une réforme innovante, une réforme, je devrais même dire, révolutionnaire même. Vous parlez là des objectifs affichés. Mais non, mais en politique, il y a toujours des objectifs, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et il y a d'autres qui le comprennent. En tout cas, moi, je ne vois pas de choses qu'on ne dit pas. Ce que j'ai vu au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un texte révolutionnaire qu'on a étudié en commission technique, qu'on a étudié en plénière, qu'on a voté. Qui a permis le report des élections locales. Je n'ai pas un temps de difficulté pour pouvoir voir des choses qui ne sont pas écrites dans le code des collectivités locales. Par exemple, le mode de désignation, par exemple, dans certaines villes. Je trouve ça très normal. Vous savez, Dakar. Mais c'est normal. Ça ne vise pas l'opposant qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais vous savez ce qui se passait? Il y avait une liste proportionnelle à Dakar de 50 conseillers. Alors, ces 50 conseillers certains d'entre eux n'avaient même pas d'attache communale. Et je crois qu'on est à la ville de Dakar, c'est pour y transposer les problèmes de la commune d'origine. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas de commune d'origine, on vous copte. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2009 avec la liste du PDS. Vous avez vu M. Karim Wade, il était sur la liste. Alors qu'il n'était dans aucune commune d'arrondissement. C'était 50 personnes qui étaient là-bas. Et les 50 autres provenaient des communes d'arrondissement. Cette fois-ci, on a dit non. Il faudrait, puisqu'on parle de communalisation intégrale, mais de faire également que ces conseillers intégralement proviennent des communes d'arrondissement. C'est quand même logique. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à la ville pour y défendre les problèmes de votre commune, il vous faut fondamentalement avoir une attache communale. C'est tout.
Alors, tout ce qu'il y a comme charivari autour, pour moi, c'est de l'agitation. Parce que je considère qu'il est normal qu'un conseil municipal de la ville puisse avoir une attache communale. C'est aussi simple que ça. Et on l'a toujours accepté. Personne n'a jamais rué sur les brancards. Et je vous dis que jamais, au plus grand jamais, il n'a été question de voter une urne de la ville. Jamais. De toutes les façons, vous n'y voyez aucun inconvénient. En fait, vous êtes aussi de l'AFP. Vous êtes allié, très proche de l'APR. Vous cautionnez en quelque sorte toutes les politiques. Allié ne veut pas dire absous. Non. Nous sommes des alliés, ça veut dire simplement que nous gardons. Non, ça veut dire que nous gardons notre dignité. Nous sommes un parti politique. Nous gardons notre dignité, notre indépendance et notre totale liberté d'expression sur certaines questions. Ça veut dire quoi? Ce qui sur vous a des questions à renoncer à une candidature, par exemple, en 2017. Mais alors que la question, on est très loin de 2017. Mais somme toute, vous ne trouvez pas logique aujourd'hui? Vous savez, à l'élection présidentielle, il y a deux types de candidats. Vous verrez un candidat qui vient, qui présente ce que l'on appelle un programme. Ce candidat veut accéder au pouvoir. Mais le candidat sortant, il ne présente pas de programme, somme toute. Il présente un bilan. Mais dans ce bilan, nous sommes comptables de ce bilan. Parce que simplement... Vous pensez que vous serez là jusqu'à l'heure de ce bilan-là? Mais c'est justement ça la question. Mais c'est-à-dire, même si on avait fait 2 jours dans le gouvernement, on était comptable de ce bilan. Parce qu'on a participé, Karine Kaha, à ce bilan. Et moutandis, ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, au moment de répondre devant les Sénégalais, mais forcément, ils nous jugeront au même titre qu'ils vont juger le président Macky Sall. Et donc, on peut dire à ce titre-là que vous êtes comptable du bilan de Maître Wade. Parce que votre leader, il était quand même le premier ministre de Maître Wade. Avec Maître Wade, nous n'avions pas les mêmes responsabilités. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale est quand même la deuxième autorité de ce pays, chargé de légiférer. Toutes les lois votées par l'Assemblée nationale sont d'abord signées par lui avant que ces lois ne soient promulguées par le président de la République. C'est donc une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de responsabilité. C'est ce que j'appelle question de pouvoir. C'est différent. C'est une question de responsabilité. Vous ne pouvez pas être responsable de votre émission aujourd'hui et après le plateau, vous allez dire, écoutez, je vais animer encore une autre émission dans un autre plateau. Si la télé me donne l'opportunité, si la télé me fait confiance, à ce moment-là, ou même cette émission, si la télé ne me fait pas confiance, me la retire. À ce moment-là, vous parlez d'un business propre. Mais dans l'État, c'est plus compliqué. Ça veut dire simplement que nous nous sommes engagés avec le président de la République pour redresser ce pays. Ce n'est pas pour forcément accéder à la magistrature suprême. Pour redresser ce pays. Pour qui connaît Moustapha Niasse, c'est que quand même c'est un homme d'une grande valeur. Moustapha Niasse, c'est pas un strapontin qui va le retenir là où il est. Non. C'est quelqu'un qui a tout au long de son cursus politique été respecté par ses pairs. Je pense qu'il a fait 57 ans de vie politique et jusqu'à présent, personne n'a jamais eu quelque chose à lui reprocher. Sauf qu'on peut lui reprocher qu'il s'accroche. À quoi? Au pouvoir. Pourquoi et au parti. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a lui-même dit, tant qu'il aura un souffle de vie, il restera à la tête de ce parti. Il ne l'a jamais dit. Pourtant, vous avez besoin... Enfin, vous ne manquez il n'a jamais dit cela. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Vous voulez dire que c'est la presse qui a menti? Mais c'est par respect pour les téléspectateurs que je ne le dirai pas. Parce que tous les journalistes qui ont eu à écrire ça ont été confondus. Vous le dites en quelque sorte. Ils ont été confondus, eux tous. Parce qu'il a dit, tant qu'il me restera un souffle de vie, même avec une canne, je resterai membre de l'AFP. Il y a une nuance entre je resterai membre et je resterai à la tête de l'AFP. Nous autres jeunes, on est promus aujourd'hui par Moustapha Niasse parce qu'il nous dit que le parti c'est vous, l'avenir c'est vous. Je vous donne une preuve tangible et palpable. Je suis moi-même le plus jeune membre du bureau de l'Assemblée nationale. C'est quand même une responsabilité importante. Parce que vous êtes allié du parti au pouvoir. Vous cautionnez la politique du parti au pouvoir. Je veux vous faire comprendre par là que c'est... Mais on a vu d'autres qui ont été démis. En fait, j'ai voulu vous faire comprendre la volonté de Moustapha Niasse de responsabiliser les jeunes que nous sommes. Aujourd'hui, regardez notre parti. À Dakar, vous avez le docteur Malick Diop qui en est le responsable.
Dans la région, vous avez le docteur Malick Gakou. À Thiès, vous avez Alioune Sarr, vous avez Mbaye Dione. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Et parmi ces jeunes que vous venez de citer, il y en a qui ne sont pas pour cette idée-là. Mais qui n'est pas pour? Vous savez une chose? Nous avons tenu un bureau politique démocratique qu'on pourrait même caricaturer en open press. Parce qu'il y avait toute la presse tout au long du déroulement du bureau politique. Simplement parce que le président Moustapha Niasse voulait que les délibérations, se passent de la manière la plus claire possible. Arrivé à cette question de 2017, aucune voix ne s'est levée contre. Tout le monde a été unanime sur la question en disant ceci. On ne peut pas être dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, et préparer un candidat pour 2017. Ce qu'on peut faire, si nous voulons justement aller en 2017, à ce moment, démissionnons du gouvernement, démissionnons de l'Assemblée nationale et allons faire de l'opposition. Nous ne sommes plus un parti d'opposition. Vous avez vu l'AFP au combat. Vous avez vu le 23 juin, devant l'Assemblée nationale, le 23 juin 2011. Le leader qui s'était fait le plus remarquer, c'était qui? C'était le président Moustapha Niasse. Le 23 juin? Oui. Devant devant les grilles de l'Assemblée nationale. C'est vous qui le dites. Il y avait d'autres. Il y avait Cheikh Bamba Dièye, par exemple, qui s'était attaché à la grille. Son image a traversé. Cheikh Bamba Dièye, il était le 22 juin, le 21 juin. Oui, mais je peux vous dire. Concernant cet événement, j'ai voulu vous dire celui qui a presque, même après cet événement, les événements pré-électoraux, Niasse, c'était pas celui qui était vraiment virulent, je pense qu'il vous faut revoir vos archives parce que quand même, nous avons presque vécu tous ces événements. Mais il a fait, je peux même vous l'affirmer, je pense qu'il a été le seul à recevoir des balles de la police à la place de l'Obélisque. Il y avait d'autres. On était ensemble avec lui. Non, mais lui, il a pris des balles. Hein. Le 23 juin, vous avez vu la pierre qu'il a ramassée, la pierre que les policiers lui ont envoyée devant les grilles de l'Assemblée nationale. Cette image a fait le tour du monde pour montrer qu'aujourd'hui, c'est un jour où il faut sauver notre nation. Et moi qui vous parle, le jour où on allait, justement le 23 juin, quand on allait à l'Assemblée nationale, sur tous les leaders, sa voiture était en tête, c'est pour montrer sa détermination. Donc, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va s'accrocher à des strapontins de poste. Je ne le pense pas. Donc, on doit comprendre par là que s'il arrive, entre-temps, disons en 2015, il y a une rupture entre l'AFP et l'APR, que vous aurez un candidat en 2017. Je ne vous le dis pas parce qu'il ne m'appartient pas de dire qu'en 2017, on aura un candidat ou pas. Le parti est très bien organisé, avec des structures qui, au moment venu, se prononceront sur ces genres de questions. Je n'ai pas l'habitude de faire de la magie ou de l'imaginaire politique. Je veux faire de la réelle politique, c'est-à-dire de dire ce que je vis et ce que je sais, bien sûr. Alors, ce que vous vivez, j'ai l'impression que ces derniers jours, ce sont les locales. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais vous n'avez pas répondu. Vous êtes au sein de Benno Bokk Yakaar, qui est censé avoir des candidats dans des localités. Et vous êtes candidat à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, qui est aujourd'hui occupée par Barthélémy Dias. Alors, je tentais de répondre tout à l'heure. Hein. J'ai voulu vous dire ceci, que je suis candidat au développement de notre commune d'arrondissement. Cela ne veut pas forcément dire que je suis candidat à la mairie. Parce que nous allons justement élire des conseillers municipaux qui seulement seront chargés après d'élire un maire. Cependant, j'ai ma petite idée sur la gestion de mon ami Barthélémy Dias. C'est quoi cette idée? Je suis pas totalement d'accord de la manière dont la commune a été gérée. Nous n'avons pas fait d'avancée majeure. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi exactement? Je ne suis pas d'accord sur la manière, hein, parce qu'aujourd'hui, en parcourant la commune d'arrondissement, absolument rien n'a changé. Absolument rien. L'éclairage fait défaut, l'insécurité s'installe, les routes se dégradent, il n'y a pas de place publique, il n'y a pas d'espace de jeu. Et pour un maire jeune, on l'attendait plus loin. On l'attendait plus loin parce que l'euphorie était là en 2009, quand on l'élisait justement. Aujourd'hui, au moment du bilan, même si je suis solidaire de ce bilan parce que simplement je suis conseiller, je suis solidaire de ce bilan que je ne partage pas, justement, parce que je pense qu'il aurait pu mieux faire. Et nous, je dis nous parce que l'époque de la solitude est dépassée. L'équipe que nous voulons mettre en place sera là justement pour relever tous ces défis-là.
avec bien sûr l'adhésion massive des populations dans leur entièreté. Alors, dans cette commune, liste Benno Bokk Yakaar ou liste AFP? Je peux vous assurer qu'on ira sur la bannière de Benno Bokk Yakaar parce que nous sommes aujourd'hui des relais de l'État central. Et c'est le moment de lancer un appel à toutes les populations pour nous faire confiance. Faire confiance, ça veut dire quoi? Participer à la gestion de la commune parce que justement, aucune main n'est de trop dans la construction de notre chère commune qui est grande mais qui est petite. Petite parce que simplement, on n'a pas beaucoup de ressources, mais c'est une commune qui est aujourd'hui désœuvrée parce que simplement, on ne lui donne pas tout ce qu'elle devrait avoir. Et notre démarche aujourd'hui est une démarche inclusive. Au-delà des politiques que nous sommes, nous tendons la main à toutes les populations, toutes obédiences confondues, pour qu'on travaille pour l'exclusivité, c'est-à-dire la réussite de notre commune d'arrondissement. Alors, vous tendez la main aux populations, vous leur demandez qu'elles vous fassent confiance, sur la base de quoi? Alors, sur la base d'un programme qui sera fait de commun accord. Parce que nous voulons changer de démarche. La démarche que nous voulons avoir, bien sûr, c'est de demander aux populations qu'est-ce que vous voulez pour votre quartier, plutôt que de venir et d'imposer aux populations des projets dont ils ne veulent pas. Et vous avez dit que ce programme sera fait. Ça veut dire qu'il n'est pas encore fait. Le programme, oui, non, il n'est pas encore fait. Parce que pourquoi à quelques 2-3 mois oui, des élections. vous savez, nous avons une démarche novatrice. Nous allons faire le programme avec les populations, à travers différents forats que nous organisons dans les différents quartiers. Dans quelques jours, nous nous attelons présentement à la confection des listes, ce qui est quand même une tâche assez fastidieuse. Mais après cela, la deuxième étape va nous permettre, déjà les idées sont en place, il faudra inclure les populations, voir le chronogramme de la réalisation de ces programmes. C'est facile de faire un programme, je pense qu'il faut en assurer le chronogramme, il faut en assurer la faisabilité, et nous comptons sur toutes les bonnes volontés de ce quartier, parce que quand même c'est un quartier qui regorge de beaucoup de personnalités. Je vous rappelle que même le président de la République habite notre commune d'arrondissement. Alors, vous dites que c'est facile de faire un programme. Je vous dis également que c'est aussi facile de critiquer. Alors, qu'est-ce que vous voulez apporter exactement quand vous dites que rien n'a changé dans la commune depuis 2009? Alors, parcourez un peu Sacré-Cœur 3. J'ai vu une image très désolante mais très belle. Les populations, les routes ne sont pas éclairées. Les populations elles-mêmes ont pris cet aspect en compte. Et chaque devanture a installé une lampe pour éclairer le couloir. Donc, le citoyen qui paye ses taxes, finalement prend en charge l'aspect de l'éclairage public qui est dévolu à la commune, ce qui n'est pas normal. C'est une injustice que nous devons réparer immédiatement. Nous avons des rues cabossées, nous avons des ruelles détruites. Parcourez l'espace communal, vous ne trouverez pas un jardin public digne de son nom, avec des bancs, des espaces verts, vous n'en trouverez pas. Nos écoles, aujourd'hui, croulent sous le poids de l'âge. Et c'est la faute à l'équipe municipale. Et vous savez, quelqu'un qui est oui, conseiller municipal, vous l'avez dit, alors, vous avez des difficultés à accéder au fonds. Mais je peux vous dire que la responsabilité du conseil municipal est limitée. À voter le budget, le compte administratif, peut-être participer à des réunions, voilà, à un saupoudrage, mais toute la responsabilité de l'exécution du budget, de la réalisation des programmes est dévolue au maire et relativement au bureau municipal. Ça veut dire quoi? Notre responsabilité, elle est minime. Même si, en honnête citoyen, nous pensons que nous avons été voir les citoyens qui nous avaient investi de leur mandat, donc nous sommes redevables vis-à-vis des citoyens. Et nous pensons aujourd'hui apporter les réponses nécessaires et immédiates à tous ces problèmes-là. Parce que justement, le PSE qui invoque, l'acte 3 qui invoque, et qui sera bien sûr dans une phase expérimentale, nous ne comptons pas être en reste dans cette dynamique. Et nous comptons en tant que jeunes, en tant qu'expérimentés bien sûr, mais également avec les relations qu'on a, avec l'entre-gens qu'on peut trouver, n'est-ce pas, le mettre au service de la commune d'arrondissement pour l'intérêt exclusif de nos populations. Donc, en clair, vous voulez être maire
de la commune. Je veux apporter ma contribution au développement de la commune d'arrondissement. Pourquoi vous ne voulez pas le dire comme ça? Non, parce que simplement, je pense que le dire comme ça ne serait pas très catholique, encore moins musulman. Parce que je voudrais dire simplement qu'aujourd'hui, ces élections vont consacrer dans les différentes communes des conseils municipaux qui seront chargés après cela d'installer un maire. Alors, c'est peut-être le dernier mot, enfin, où je vous laisse rapidement dire un dernier mot, si vous en avez, parce qu'on est carrément à la fin de l'émission. Oui, le dernier mot, c'est d'abord vous remercier. Remercier tous vos téléspectateurs qui ont vraiment pris de leur temps pour nous suivre. Mais lancer un appel à toutes les populations de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour leur dire que le Benno Bokk Yakaar leur tend la main. Nous avons l'ambition justement de délocaliser cette politique centrale de l'État au niveau de notre commune d'arrondissement. Nous en avons les potentialités, nous en avons l'expérience, nous en avons l'expertise. Ce qui reste justement, c'est d'impliquer les citoyens, d'impliquer les populations dans la gestion quotidienne de leurs affaires. Parce que la politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Et nous pensons aujourd'hui que la meilleure des listes qui existent dans cette commune, c'est celle de Benno Bokk Yakaar, qu'on sera chargé de confectionner. Et chaque population se retrouvera dans cette liste parce que simplement ce sera une liste inclusive qui ne fera pas de différence entre les musulmans, les catholiques, qui ne fera pas de différence entre les quartiers, entre les ethnies, entre les sectes. Ce sera une liste inclusive, une liste intergénérationnelle, une liste compétente et une liste qui va gagner. Merci, nous vous remercions. Je vous remercie. Je rappelle votre nom pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est Zator Mbaye. Il est député à l'Assemblée nationale et nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, qui nous suivez tous les lundis dans cette émission grand format. Rendez-vous demain pour revoir l'émission sur le site www.dernièreminute.sn et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre émission et avec un autre invité. Merci. Merci.